naturopathie, détox, chronobiologie, alimentation végétale, bref, c'est tout ça dont on va parler aujourd'hui dans cette FAQ. Prenez une petite tasse de thé et c'est parti. Bienvenue dans cette FAQ, cette première FAQ que je fais, je pose ma petite tasse de thé. Aujourd'hui, j'ai souhaité répondre à différentes questions que j'ai reçues sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram ou Facebook, pour essayer d'éclaircir un peu tout ça et de vous aider au maximum. Donc je me présente, je m'appelle Alexandra Portail, je suis naturopathe mais avant tout coach en hygiène de vie. Alors pourquoi j'insiste sur ça? Car j'ai plutôt une approche globale sur l'hygiène de vie au naturel et sur l'équilibre de vie, et bien entendu je m'appuie sur certains principes de la naturopathie que j'ai appris durant mes études en naturopathie. Je propose des coachings en hygiène de vie, des bilans alimentaires pour des rééquilibrages alimentaires. Je suis également certifiée en réflexologie plantaire. Mais également, je propose des cours ou des flots de yoga en privé et à domicile, et des fois en cours collectif également, chez les particuliers, mais également en entreprise. Bref, assez bavardé, on va avoir le temps de bavarder pendant cette FAQ. Je vais commencer par la première question, car j'en ai reçu, peut-être, je regarde mes notes, un peu moins de 10, mais ça va être des sujets un petit peu costaud. Donc je vais faire mon maximum pour pouvoir vous répondre de la manière la plus précise possible, sachant que il s'avère qu'il y a des choses qui seront très spécifiques à votre personne, et ça je ne pourrais pas forcément la traiter aujourd'hui en vidéo. Néanmoins on pourra peut-être creuser la chose un peu plus longuement plus tard. Alors, première question, en quoi consiste la naturopathie et quels sont tous les champs de la naturopathie? La personne qui me pose cette question me dit, je pense qu'il y a la nutrition, mais pas que. Alors effectivement, il y a la nutrition, hein, c'est quelque chose de très important en naturopathie, mais il n'y a pas que ça. Donc la naturopathie, je rappelle, c'est une médecine douce et non conventionnelle. Donc médecine douce comme peut l'être par exemple l'ostéopathie, mais c'est une médecine non conventionnelle, reconnue néanmoins par l'Organisme mondial de la santé, l'OMS, au même titre que l'Ayurveda. Donc la naturopathie repose sur 3 piliers fondamentaux, voire même un quatrième, on va le voir. Donc il y a l'alimentation, effectivement, l'activité physique, la gestion des émotions, et le quatrième, c'est le sommeil. Et sur base de ces, on va dire, 4 piliers fondamentaux qui vraiment définissent la naturopathie et tous ses champs d'action, on va venir faire graviter autour différentes solutions naturelles qui vont nous permettre, nous en tant que thérapeutes, d'accompagner la personne dans sa rémission ou dans son équilibre de vie. Donc les différentes techniques qui existent, ce sont que des techniques vraiment 100% naturelles. Donc on a l'aromathérapie, donc avec le travail des huiles essentielles, la phytothérapie, tout ce qui est autour des plantes, donc les décoctions, les infusions, les teintures mères par exemple. On a également les techniques de massage, d'automassage, pas forcément d'automassage, de se faire masser différents points particuliers. Donc la réflexologie, qu'elle soit palmaire, faciale ou plantaire, est une technique très intéressante pour venir stimuler certains organes pour qu'ils puissent repartir par exemple, ou les aider à éliminer davantage les toxines. On a également le travail de l'eau avec ce qu'on appelle l'hydrologie, tout ce qui est donc par exemple le sauna. Donc l'eau, il faut savoir que l'eau est quelque chose de vivant et qui peut nous aider à travers différents points. On a effectivement tout ce qui est autour des lavages, souvent réalisés au cours de détox par exemple, de cure détox. Mais également tout simplement les douches alternées
eau chaude ou froide, ou encore le sauna, le hammam. On peut également aussi y ajouter tout ce qui est autour de l'argile, de travail avec aussi l'argile, les yeux, donc l'iridologie. En naturopathie, on s'aide beaucoup aussi de l'analyse de l'iris pour nous permettre de venir confirmer ou non certaines pistes que l'on a. Donc il faut savoir qu'un naturopathe, il faut le voir un peu comme un détective. Donc quand une personne se présente auprès d'un naturopathe, idéalement, cette personne-là ne vient pas parce qu'elle a un trouble, mais elle veut juste avoir par exemple un bilan et voir les choses éventuellement à rééquilibrer, voir si elle est sur le bon chemin ou non. Donc ça c'est vraiment, on va dire, une routine bien-être. Par contre, il y a aussi des personnes, et c'est souvent le cas, qui viennent parce qu'elles ont déjà un trouble, parce qu'elles ont par exemple elles ont marre de prendre des médicaments, parce que c'est un peu leur dernière chance, et du coup elles viennent consulter pour essayer de voir s'il n'y aurait pas une solution plus naturelle à leurs maux. Et dans ce cas, effectivement, le naturopathe va essayer d'abord de faire un bilan, ce qu'on appelle une anamnèse, un bilan vraiment global, apprendre à connaître la personne, connaître son rythme de vie, son hygiène de vie actuelle, les choses qu'elle aime, les choses qu'elle n'aime pas, les choses qu'elle fait, les choses qu'elle ne fait pas. Et voir comment on peut essayer de la remettre un peu dans sa bonne direction, et non pas la bonne direction, mais sa bonne direction à elle, de manière à vraiment la remettre en gros sur le bon chemin pour la soulager des troubles qu'elle a. Donc uniquement sur base des 4 piliers que je vous ai mentionnés, qui sont vraiment l'hygiène de vie de base, mais effectivement pour venir soulager ou venir intensifier un petit peu le protocole qu'on va lui proposer, on va pouvoir s'appuyer sur les autres techniques naturelles que je vous ai mentionnées, à savoir l'aromathérapie, la phytothérapie, l'hydrologie, la réflexologie, etc., etc. Donc je ne vais pas forcément plus m'étaler sur cette question-là. Pour répondre initialement à la question qui était qu'est-ce que la naturopathie et est-ce que c'est que la nutrition? La naturopathie, c'est tout ça, et ce n'est pas que la nutrition, bien que la nutrition soit forcément un pilier vraiment fondamental et très important, car c'est quand même le carburant que l'on ingère au quotidien, mais à savoir comme le sommeil. Le sommeil, c'est quelque chose que l'on fait au quotidien et qui peut avoir un impact très important si il est de mauvaise qualité par exemple ou insuffisant. Voilà pour cette première question. Je m'hydrate un peu. Alors, deuxième question, je regarde mes notes, c'était est-ce qu'il y a un rapport de quantité de nourriture par rapport au moment de la journée? On doit manger moins le soir ou pas? Cette question-là me fait tout de suite penser au principe de la chrononutrition. Donc la chrononutrition, c'est le principe de manger à des choses particulières, à des heures particulières, qui normalement est censé suivre notre horloge biologique. Donc, sans forcément rentrer dans le détail de la chronobiologie, effectivement, ce principe-là se base en fait sur tout simplement notre production d'enzymes digestives. Et à chaque horaire particulier de la journée, notre corps va sécréter des enzymes digestives différentes à des quantités différentes. Et dans ce sens, on sera à même de mieux digérer par exemple des glucides à un certain moment de la journée et les lipides à un autre moment de la journée. Donc ce principe-là de chronobiologie a des vertus, c'est un moyen de s'alimenter comme un autre. Je ne peux pas dire que je suis pour ou contre, parce que pour moi la première chose qui doit compter c'est avant tout le plaisir. Néanmoins, ça peut très bien convenir et si vous voulez tester, il n'y a pas de souci. Je pourrais vous mettre en barre d'infos de cette vidéo un article précis que j'ai rédigé
alors pas pour mon site internet, mais pour notre entreprise, donc pour Decathlon. J'ai écrit un article justement sur la chrononutrition, mais grosso modo je vais quand même vous en dire quelques mots ici. La chrononutrition répond à la question de qu'est-ce qu'il faut manger le matin. Le matin, notre organisme produit beaucoup plus d'enzymes permettant de dégrader les lipides, ce qu'on appelle les lipases. Donc du coup, on va essayer d'avoir un petit déjeuner qui soit davantage riche en lipides, à savoir le beurre, la charcuterie, les huiles, les oléagineux. Donc selon après votre régime alimentaire, bien sûr, vous prenez des choses que vous voulez, mais en gros voilà, de l'avocat, des aliments qui sont beaucoup plus gras. L'avantage de ça, c'est que ça va vous permettre aussi d'être beaucoup plus rassasié, mais aussi ces lipides-là seront plus facilement, en tout cas, assimilés et digérés à ce moment-là de la journée, puisque vous aurez beaucoup plus de lipases. Quand vient l'heure du déjeuner, on a encore pas mal de lipases et on a aussi des enzymes permettant de digérer les protéines. Du coup, on va essayer de miser sur un déjeuner qui sera davantage riche en protéines et en lipides. Et également, bien entendu, y rajouter une bonne portion de légumes. Vous avez vu, jusqu'à présent, on n'a pas parlé de sucre. Eh bien oui, parce que les sucres, l'organisme, à ce moment-là, que ce soit le matin ou le midi, n'a pas encore assez d'enzymes digestives permettant de bien assimiler les glucides. Donc c'est ce qu'on appelle l'enzyme, la glucase. Donc vous voyez que déjà, avec un petit déjeuner français traditionnel, le principe de la chrononutrition n'est absolument pas respecté, puisque généralement on a un petit déjeuner qui est quand même assez riche en sucre. Bon, l'avantage de la chrononutrition, notamment sur le petit déjeuner, c'est que c'est vrai que généralement on a quand même des petits déjeuners qui sont très riches en sucre, trop riches en sucre. Or, après une nuit de jeûne, notre corps n'est pas apte et n'est pas prêt à venir assimiler cette quantité de sucre qu'on lui donne, et souvent on provoque une montée de la glycémie beaucoup trop importante, ce qui vient fatiguer notre pancréas et notre foie avec la sécrétion d'insuline qu'on lui demande. Donc, pour ou contre la chrononutrition, je ne rentrerai pas dans le débat. Néanmoins, l'avantage de ce principe-là, à mon sens, c'est qu'il, en tout cas, nous amène à manger plus de lipides et de protéines le matin et moins de glucides. Et ça, c'est plutôt pas mal, à mon sens. Après, au niveau du goûter, c'est là la chrononutrition, mais vraiment un point d'honneur à intégrer le goûter, qui est un repas à part entière pour ce principe-là, puisque justement à partir de 16-17 heures, l'organisme vient sécréter beaucoup plus donc, de glucase, qui est l'enzyme digestive qui permet de dégrader, d'assimiler, de dégrader de manière optimale les glucides, donc les sucres. Et donc du coup, c'est vraiment à ce moment-là de la journée qu'il ne faut pas se priver de manger des sucres. Alors par exemple, si vous deviez craquer sur un gâteau, c'est vraiment le moment de la journée où vous pouvez, on va dire entre guillemets, craquer sur le gâteau. Mais aussi, manger des fruits, c'est vraiment très bien. Et en plus de ça, ça vous permet de manger les fruits frais à l'extérieur de vos repas, ce qui est une très bonne chose, puisque généralement le fruit est beaucoup mieux assimilé et fait beaucoup moins de dégâts intestinaux, en tout cas quand il est mangé séparément des autres familles d'aliments. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que si vous voulez manger du sucre, en gros c'est à partir de 16-17 heures jusqu'à une fenêtre de en gros 18-19 heures. Et ensuite, le soir, c'est plutôt un dîner assez léger, avec des aliments plutôt simples à digérer, comme du poisson, des protéines végétales et bien évidemment toujours des légumes. Les légumes, de toute façon, ils sont bons, on va dire, tout le temps. Donc voilà, par rapport à la question de qu'est-ce qu'il faut manger, en gros, à quelle quantité, à quelle heure, moi je pense, voilà, tout de suite, quand on parle d'heure, je pense tout de suite à la chrononutrition et le petit déjeuner doit être gras, le déjeuner gras et protéiné, le goûter sucré et le soir plutôt effectivement léger pour ne pas avoir de difficultés à s'endormir et pour justement permettre au corps de bien se réparer pendant la nuit. Et petit aparté sur
le repas du soir, il faut au moins essayer d'avoir 2 heures, un laps de 2 heures entre votre fin de repas du soir et le moment où vous vous couchez. Après, sur manger moins le soir, moi je fais aussi, et c'est là encore où je reste vraiment sur des conseils généraux dans cette vidéo et non pas sur des conseils individuels, puisqu'en fonction de votre rythme de vie également, si par exemple vous faites votre sport le soir, manger derrière un peu de protéines pour venir participer à la reconstitution musculaire, c'est également important. Si vous êtes une personne qui a un processus métabolique très rapide, qui est aussi très actif par exemple, peut-être également que de manger le matin et le midi ne suffiront pas à combler son apport en calories nécessaires pour son maintien de poids et de santé, et du coup aura besoin d'avoir un repas du soir relativement copieux. Donc c'est là aussi où je souhaite quand même prendre quelques pincettes, et rien ne vaut des conseils vraiment individualisés. Par contre, ce qui est sûr et certain, que le repas du soir soit copieux ou non, garder un laps de temps d'au moins 2 heures entre la fin de votre dîner et votre coucher, ça c'est un conseil que je peux donner à tout le monde. Troisième question, sur quels principes, alors j'aurais la question, sur quels principes sont réalisées des recettes que tu proposes parfois? Donc effectivement, recettes, je recommande pas, c'est pas que je me recommande, c'est que je propose pas mal de recettes, que ce soit sur mon blog, que sur ma chaîne YouTube avec les vidéos, et que je communique à travers mes différents sociaux, Instagram et Facebook. Et oui, grosso modo, elles ont toutes, on va dire, un point commun, c'est que je me base sur plusieurs principes. Donc le premier principe, donc je me base sur 5 principes généralement, hein. Enfin c'est vraiment pas, c'est pas conscientisé on va dire, c'est juste ma façon moi de m'alimenter et d'avoir mon équilibre alimentaire et mon hygiène de vie. Donc le premier principe c'est le plaisir, parce que l'alimentation, à mon sens, doit rester quand même plaisante. Et si quelque chose n'est pas bon à manger, si je prends pas du plaisir à manger la chose, de toute façon, je ne le refais pas. Donc si c'est pour manger quelque chose qui n'a pas de goût, qui est certes peut-être bon pour la santé, mais qui n'a pas de goût du tout, généralement, de toute façon, ça peut être bon pour la santé, je ne le referai pas derrière. Donc ça ne sert à rien. Donc moi, premier principe, le plaisir. Deuxième principe, pour moi, c'est la qualité nutritionnelle des aliments qui sont utilisés, notamment si je pense à la pâtisserie par exemple, les sucres et les gras qui sont utilisés. Je vais aller uniquement par exemple sur des huiles végétales bio de première pression à froid, ou des purées d'oléagineux, ou du ghee également, mais je bannis le beurre par exemple, je bannis absolument la margarine. Ça a beau être végétal, c'est quelque chose mais de tellement mauvais, alors s'il vous plaît, limite prenez du beurre si vous n'êtes pas végétalien, mais pas de la margarine, voilà, franchement. Et pour les sucres aussi, des sucres qui soient le plus naturels possible et le plus riche nutritionnellement possible. Vraiment je pense à la qualité nutritionnelle, donc à l'apport en minéraux, en vitamines que l'aliment va pouvoir me donner, ce dont moi j'ai besoin. J'ai besoin d'assouvir mes besoins gustatifs, mais j'ai besoin aussi d'assouvir mes besoins physiologiques. Et ça ne peut être assouvi que par des aliments de qualité. Donc par exemple, le sucre de coco. Moi j'utilise quasiment que le sucre de coco, qui est un sucre faible, d'un indice glycémique plutôt faible, mais surtout riche en minéraux et en vitamines, et le sucre complet qu'on appelle aussi le rapadura. Je bannis les sucres roux raffinés, les sucres blancs bien évidemment, le sirop d'agave absolument à bannir. Enfin moi je suis vraiment contre le sirop d'agave, puisque ça a beau être au départ peut-être naturel, mais en fait ça a été vraiment très processé derrière et on en perd tous les bienfaits. Éventuellement le sirop d'érable qui est vraiment pas mal et qui est assez bon en goût. Le miel, alors pareil, si vous n'êtes pas végétalien, le miel est intéressant pour ses vertus aussi antibiotiques, mais néanmoins il ne faut absolument pas qu'il soit chauffé, puisque le miel chauffé au contraire va devenir nocif. C'est comme l'huile d'olive par exemple qui est brûlée, elle devient cancérigène. Donc voilà, le petit aparté sur le miel, mettez-le vraiment dans de l'eau qui est froide ou tiède, mais pas de l'eau bouillante, absolument pas d'eau bouillante, et encore moins dans vos pâtisseries, puisque finalement vos pâtisseries vont passer au four et donc du coup vous allez chauffer le miel.
Pour plus d'informations justement sur tout ce qui est autour du sucre, je vous invite à écouter mon podcast. Alors ça va être le numéro 2 je crois. Mon épisode numéro 2, vous pouvez retrouver sur mon site ou sur mes différentes plateformes d'écoute, hein, qui s'appelle Hygiène de vie avec un 2. Et vous allez avoir tous mes épisodes et c'est le deuxième épisode sur un focus sur le sucre justement. Donc le deuxième principe, c'est la qualité nutritionnelle de mes aliments. Le troisième principe, ça va être l'équilibre entre les macronutriments et les micronutriments que j'utilise. Donc là en fait c'est vraiment avoir un repas qui soit le plus équilibré possible avec une portion de protéines, de lipides et de céréales, de glucides la plus équilibrée possible de manière à réussir à avoir l'ensemble des choses dont mon organisme a besoin. Donc là, je ne suis pas forcément le principe de la chrononutrition parce que par exemple, je ne fais pas un petit déjeuner qui soit que gras. Par contre, voilà, j'essaye quand même, moi je suis plus sur l'équilibre. Alors bien sûr, quand on parle de pâtisserie, on parle pas trop d'équilibre parce que je suis pas en train de me dire je vais mettre des protéines dans ma pâtisserie et absolument des lipides et absolument des glucides, c'est un peu naturel hein, finalement, j'utilise de la farine, c'est des glucides, j'utilise de la purée d'oléagineux, c'est des lipides et des protéines. Mais grosso modo, moi c'est mon état d'esprit, c'est vraiment avoir un équilibre au global. En parlant d'équilibre alimentaire, je souhaite juste faire un petit aparté sur cette notion justement et sur le fait de ne pas forcément se prendre la tête entre guillemets à vouloir avoir absolument à chaque repas les protéines, les lipides et les glucides. Non, l'équilibre alimentaire il se fait sur la journée voire même sur la semaine. Donc si vous avez une journée même qui est moins riche en protéines et plus riche en lipides et que le lendemain c'est un peu l'inverse, et vous avez une alimentation qui est équilibrée dans son ensemble. Donc, essayez un peu des fois de débrancher votre cerveau et vous allez voir, vous allez en plus mieux digérer. Le quatrième principe sur lequel je repose pour faire mes différentes recettes, ça va être la qualité de production des aliments que j'utilise. Donc là, je parle par exemple d'agriculture biologique et d'agriculture raisonnée. Donc au maximum avoir des aliments qui soient qui ont été produits dans des conditions les plus respectueuses possibles, aussi bien effectivement pour l'homme que pour le légume et le fruit. Donc ça veut dire quoi? Enfin voilà, encore une fois, je vais refaire un petit aparté sur l'alimentation biologique. Oui, l'alimentation biologique c'est très bien, on sait que ça respecte de très bonnes conditions parce que c'est très contrôlé, mais il n'y a pas que ça. L'agriculture raisonnée par exemple, si vous avez un agriculteur près de chez vous qui n'est pas certifié bio, parce qu'il faut savoir que la certification biologique coûte de l'argent et est très contraignante, mais si vous avez un agriculteur qui n'utilise pas d'engrais ou très peu quand effectivement il a des maladies dans ses plantations, qui utilise de l'eau comme il faut et que voilà vous avez un bon feeling avec lui, j'ai envie de dire privilégier ses fruits et ses légumes plutôt que des fruits et des légumes achetés bio sous plastique au supermarché. Donc, voilà pour ça. Donc moi voilà, je fais en fait j'essaie de faire un mix entre le biologique et l'agriculture raisonnée en fonction aussi des agriculteurs que je connais autour de moi. En tout cas, je vais avoir des ingrédients qui sont plutôt issus de ces deux filières-là. Si vous voulez en savoir un peu plus également sur l'alimentation biologique versus alimentation saine versus alimentation équilibrée, qui sont des fois trois notions que l'on peut un peu confondre. L'un n'implique pas forcément l'autre. Je vous invite également à peut-être jeter un petit coup d'œil sur mon blog. Je vous mettrai également le lien en description où justement je fais un article à ce sujet-là et vous allez voir, ça éclaircit bien les choses. Et le dernier principe, le cinquième principe sur lequel moi je repose mon alimentation, ça va être l'impact environnemental des ingrédients que j'utilise. Donc ça rejoint un petit peu le principe précédent, mais en gros c'est de se dire que je vais manger un maximum local, un maximum de saison, et puis ensuite effectivement en agriculture biologique ou raisonnée.
L'avantage de manger local et de saison, c'est effectivement, ce sera moins cher pour vous, on va dire, c'est la première chose des fois à laquelle on pense, mais aussi c'est que la qualité nutritionnelle de vos ingrédients et de vos aliments seront beaucoup plus importantes, puisqu'il faut savoir qu'un légume ou un fruit qui n'est pas cueilli à maturité n'a pas développé, n'est pas allé à son potentiel de vitamines et de minéraux. Et également, à partir du moment où on cueille le fruit de son arbre, par exemple, il commence déjà à perdre de ses vitamines. Donc, imaginez, je sais pas moi, une orange cueillie pas mûre en Espagne, ça peut ne pas être très loin. Finalement, le temps qu'elle arrive ici et le temps en plus qu'elle se meuse, etc., au final, bon, je dis pas qu'elle n'aura pas de vitamines, mais c'est pas à son plein potentiel. Donc c'est pour cette raison-là que moi je privilégie un maximum d'aliments locaux et de saison. Et également, après, l'impact environnemental va forcément avec, puisque plus c'est proche et moins l'impact est important. Et ça, je pense que c'est important, justement. Moi, juste pour information, j'ai une alimentation qui est à peu près à 98% végétale. Après, moi, je n'impose rien. Quand j'ai des clients devant moi, je me base d'abord sur leurs besoins, leur goût, leur constitution. S'ils ont un tempérament bileux, sanguin, lymphatique par exemple, en fonction de ça, ou en Ayurveda s'ils sont plutôt Kapha, Pitta ou Vata. Je vais aussi plutôt leur conseiller des aliments qui leur correspondent à eux. Puisqu'il faut savoir que même un aliment sain, s'il ne vous correspond pas, si vous n'arrivez pas à le digérer, il ne sera pas bénéfique pour vous. Voilà pour ce point un peu recette et alimentation.